Histoire La Grande Cloche. Le puissant Yongle était assis sur le grand trône entouré d'une centaine de serviteurs. Il était triste, car il ne trouvait aucune chose merveilleuse à faire pour son pays. Il flirtait nerveusement avec son éventail de soie et faisait claquer ses longs ongles dans l'impatience du désespoir. « Pauvre de moi !» s'écria-t-il enfin, son chagrin prenant le dessus sur son calme habituel. J'ai récupéré la grande capitale et je l'ai déplacée du sud vers Pékin et j'ai construit ici une ville puissante. J'ai entouré ma ville d'un mur, encore plus épais et plus grand que le célèbre mur de Chine. J'ai construit dans cette ville des dizaines de temples et de palais. J'ai demandé aux sages et aux érudits de compiler un grand livre de sagesse, composé de 23 000 volumes, la plus grande et la plus merveilleuse collection de savoir jamais rassemblée par les mains des hommes. J'ai construit des tours de guet, des ponts et des monuments géants, et maintenant, hélas, alors que j'approche de la fin de mes jours en tant que dirigeant de l'Empire du Milieu, il n'y a plus rien à faire pour mon peuple. Mieux vaut que je ferme même maintenant mes yeux fatigués pour toujours et monter dans les hauteurs pour être l'hôte du dragon, puis vivez dans l'oisiveté, donnant à mes enfants un exemple d'inutilité et de paresse. Mais, Votre Majesté, commença l'un des plus fidèles courtisans de Yongle, nommé Minglin, tombant à genoux et se cognant la tête à 3 reprises, si seulement vous daigniez écouter votre humble esclave, je oserais suggérer un grand cadeau pour lequel les nombreux habitants de Pékin, vos enfants, se lèveraient et vous béniraient aujourd'hui et dans les générations futures. Parlez-moi seulement d'un tel cadeau et non seulement je l'accorderai à la ville impériale, mais en signe de remerciement envers vous pour vos sages conseils, je vous accorderai la plume royale de Pan. Ce n'est pas une de mes petites vertus, répondit le fonctionnaire ravi, de porter la plume alors que d'autres, bien plus sages, se voient refuser cette plume, mais si cela plaît à votre Majesté, rappelez-vous que dans le quartier nord de la ville, il y a eu à ériger un clocher qui reste encore vide. Les habitants de la ville ont besoin d'une cloche géante pour sonner les heures passagères de la journée, afin qu'ils puissent être poussés à accomplir leur travail et ne pas rester inactifs. Marque les heures, mais il n'y a pas de cloche pour les annoncer à la population. C'est une bonne suggestion. En vérité, répondit l'empereur en souriant, et pourtant, qui parmi nous est assez habile en fabrication de cloches pour accomplir la tâche que vous proposez? On me dit que pour fondre une cloche digne de notre ville impériale, il faut le génie d'un poète et l'habileté d'un astronome. C'est vrai, le plus puissant, et pourtant permettez-moi de dire que Kuan Yin, qui a si habilement façonné le canon impérial, peut aussi lancer une cloche géante. Lui seul de tous vos sujets est digne de cette tâche, car lui seul peut le faire. C'est la justice. Or, le fonctionnaire qui proposa le nom de Kuan Yin à l'empereur avait 2 objectifs en le faisant. Il souhaitait apaiser le chagrin de Yongle, qui pleurait parce qu'il n'avait plus rien à faire pour son peuple, et, en même temps, élever Kuan Yin à un rang élevé, car la fille unique de Kuan Yin avait depuis des années. Elle est fiancée au fils unique de Minglin, et ce serait une grande chance pour Minglin si le père de sa belle-fille tombait sous la faveur directe de l'empereur. Comptez-y, Kuan Yin peut faire le travail mieux que n'importe quel autre homme dans toute la longueur et la largeur de votre empire, continua Minglin, s'inclinant à nouveau 3 fois. Alors convoquez immédiatement Kuan Yin en ma présence, afin que je puisse conférer avec lui sur cette affaire importante. Minglin se leva avec une grande joie et s'éloigna du trône d'or, car il aurait été très inapproprié de sa part de tourner ses pans de manteau vers le Fils du ciel.
Mais c'est avec beaucoup de crainte que Kuan Yu entreprit la fonte de la grosse cloche. Un menuisier peut-il fabriquer des chaussures? Avait-il protesté lorsque Minglin lui avait annoncé le message de l'empereur. Oui, répondit vivement l'autre, s'ils sont comme ceux que portent les petits nains des îles, et donc en bois. Les cloches et les canons sont moulés dans une matière semblable. Vous devriez facilement vous adapter à ce nouvel ouvrage. Lorsque la fille de Kuan Yu apprit ce qu'il s'apprêtait à entreprendre, elle fut remplie d'une grande peur. Oh! Honoré père! S'écria-t-elle, réfléchissez bien avant de faire cette promesse. En tant que fabricant de canons, vous réussissez, mais qui peut dire de l'autre tâche? Et si vous échouez, la colère du grand s'abattra lourdement sur vous. Toi, écoutez simplement la fille, interrompit la mère ambitieuse. Que savez-vous du succès et de l'échec? Vous feriez mieux de vous en tenir à la cuisine et aux vêtements de bébé, car vous allez bientôt vous marier. Quant à votre père, laissez-le s'occuper de ses propres affaires. Ce n'est pas convenable pour lui. Une fille pour se mêler des affaires de son père. Et ainsi la pauvre Kaoé, car c'était le nom de la jeune fille, fut réduite au silence et retourna à son travail de fantaisie avec une grosse larme coulant sur sa joue blonde, car elle aimait tendrement son père et il était entré dans son cœur un étrange terreur à la pensée de son éventuel danger. Pendant ce temps, Kuan Yu fut convoqué à la cité interdite, située au centre de Pékin et dans laquelle se trouve le palais impérial. Là, il reçut ses instructions du Fils du ciel. Et rappelez-vous, dit Yonglo en conclusion, cette cloche doit être si grande que son son retentira à une distance de 33 000 de chaque côté. À cette fin, vous devrez ajouter dans des proportions appropriées de l'or et de l'airain, car il donne de la profondeur et de la force à tout ce avec quoi il se mêle. De plus, pour que ce géant ne manque pas de la qualité de la douceur, il faut ajouter de l'argent en proportion, tandis que les paroles des sages doivent être gravées sur ses côtés. Lorsque Kuan Yu eut réellement reçu sa commission de l'empereur, il fouilla les libraires de la ville pour trouver si possible quelques descriptions anciennes des meilleures méthodes utilisées pour fondre les cloches. Il offrit également des salaires généreux à tous ceux qui avaient déjà eu l'expérience du grand travail pour lequel il se préparait. Bientôt, sa grande fonderie fut remplie d'ouvriers. De grands incendies brûlaient. De grands tas d'or, d'argent et d'autres métaux gisaient çà et là, prêts à être pesés. Chaque fois que Kuan Yu se rendait dans un salon de thé public, tous ses amis le posaient de questions sur la grosse cloche. Est-ce que ce sera le plus grand du monde? Oh! Non, répondait-il. Ce n'est pas nécessaire. Mais il faut que ce soit le ton le plus doux, car nous, Chinois, ne recherchons pas la taille, mais la pureté. Non la grandeur, mais la vertu. Quand est-ce que ce sera fini? Seuls les dieux peuvent le dire, car j'ai peu d'expérience, et peut-être que je ne parviendrai pas à mélanger correctement les métaux. Tous les quelques jours, le Fils du ciel lui-même envoyait un messager impérial pour poser des questions similaires, car un roi est susceptible d'être tout aussi curieux que ses sujets, mais Kuan Yu répondait toujours modestement qu'il ne pouvait pas en être certain. Il était très douteux que la cloche soit prête. Finalement, cependant, après avoir consulté un astrologue, Kuan Yu fixa un jour pour le casting, puis vint un autre courtisan vêtu de vêtements splendides, disant qu'à l'heure convenable, le grand lui-même traverserait pour la première fois le nom de Kuan Yu. Seuil viendrait voir la fonte de la cloche qu'il avait commandée pour son peuple. En entendant cela, Kuan Yu eut très peur, car il sentit que d'une manière ou d'une autre, malgré toutes ses lectures, malgré tous les conseils qu'il avait reçus de ses sympathisants,
Il manquait quelque chose dans le mélange des métaux bouillants qui serait bientôt coulé dans le moule géant. En bref, Kuan Yin était sur le point de découvrir une vérité importante selon laquelle ce grand monde a mis des milliers d'années à apprendre, à savoir que de simples lectures et conseils ne peuvent pas produire de compétences, que les véritables compétences ne peuvent provenir que d'années d'expérience et de pratique. Au bord du désespoir, il envoya un serviteur avec de l'argent au temple pour prier les dieux pour le succès de son entreprise. En vérité, désespoir et prière riment dans toutes les langues. Kaoé, sa fille, eut également peur en voyant le nuage sur le front de son père, car c'était elle, vous vous en souvenez, qui avait tenté de l'empêcher d'entreprendre la commission de l'empereur. Elle se rendit également au temple, en compagnie d'un vieux serviteur fidèle, et pria le ciel. Le grand jour s'est levé. L'empereur et ses courtisans étaient rassemblés, le premier assis sur une estrade construite pour l'occasion. 3 serviteurs agitaient de magnifiques éventails peints à la main autour de son front impérial, car la pièce était très chaude, et un énorme bloc de glace fondait dans un bol de laiton sculpté, refroidissant l'air chaud avant qu'il ne souffle sur la tête du fils de paradis. La femme et la fille de Kuan Yin se tenaient dans un coin au fond de la pièce, regardant anxieusement vers le chaudron de liquide en fusion, car elles savaient bien que le rang et le pouvoir futur de Kuan Yin dépendaient du succès de cette entreprise. Autour des murs se tenaient les amis de Kuan Yin, et aux fenêtres des groupes de serviteurs excités se tendaient le cou, essayant d'apercevoir la royauté et, pour une fois, craignant de bavarder. Kuan Yin lui-même se précipitait ici et là, donnant tantôt un dernier ordre, tantôt regardant avec inquiétude le moule vide, et de nouveau regardant vers le trône pour voir si son maître impérial montrait des signes d'impatience. Enfin tout était prêt. Tout le monde attendait, haletant, le signe de Yun-Glo qui devait faire couler le métal. Un léger mouvement de tête, un lever de doigts. Le liquide incandescent, sifflant de joie d'être libéré ne serait-ce qu'un instant de sa prison, courait de plus en plus vite le long du canal qui menait au grand lit de terre. Le fabricant de cloches se couvrit les yeux avec son éventail, craignant de regarder le ruisseau au courant rapide. Tous ses espoirs ont-ils été soudainement anéantis par l'incapacité des métaux à se mélanger et à durcir correctement? Un profond soupir lui échappa alors qu'il levait enfin les yeux vers la chose qu'il avait créée. Quelque chose n'allait effectivement pas. Il comprit en un éclair que le malheur l'avait rattrapé. Oui. Effectivement, quand enfin le moulage en terre fut brisé, même le plus petit enfant put voir que la cloche géante, au lieu d'être une chose de beauté, n'était qu'une triste masse de métaux qui ne pouvait pas se mélanger. Hélas, dit Yun-Glo, voici en effet un échec retentissant, mais même dans cette déception, je vois une leçon de choses dignes de considération, car voici. Dans ces éléments se trouvent tous les matériaux dont ce pays est constitué. Il y a de l'or et de l'or. L'argent et les métaux les plus vils. Unis de la manière appropriée, ils formeraient une cloche si merveilleusement belle et si pure de son que les esprits même des cieux occidentaux s'arrêteraient pour regarder et écouter. Mais divisés, ils forment une chose qui est hideuse à regarder. Et l'oreille. Oh! Machine. Que de guerre y a-t-il de temps en temps entre les différentes sections, affaiblissant le pays et le rendant pauvre. Si seulement tous ces peuples, grands et petits, l'or et l'argent et les éléments les plus vils, vous les unissez-vous, alors cette terre serait-elle vraiment digne du nom d'Empire du Milieu. Les courtisans applaudirent tous à ce discours du grand Yun-Glo, mais Kuan Yin resta à terre où il s'était jeté aux pieds de son souverain.
Toujours baissant la tête et gémissant, il s'écria. Ah! Votre Majesté! Je vous ai exhorté à ne pas me nommer, et maintenant vous voyez en effet mon inaptitude. Prenez-moi la vie, je vous en supplie, en punition de mon échec. Lève-toi, Kuan Yu, dit le grand prince. Je serais en effet un méchant maître si je ne vous accordais pas une autre épreuve. Levez-vous et veillez à ce que votre prochain casting profite de la leçon de cet échec. C'est ainsi que Kuan Yu est apparu, car lorsque le roi parle, tous les hommes doivent l'écouter. Le lendemain, il recommença sa tâche, mais son cœur était toujours lourd, car il ne connaissait pas la raison de son échec et ne pouvait donc pas corriger son erreur. Pendant plusieurs mois, il travailla nuit et jour. Il ne disait presque pas un mot à sa femme, et lorsque sa fille essayait de le tenter avec un plat de graines de tournesol qu'elle avait elle-même séché, il la récompensait par un sourire triste, mais ne riait en aucun cas avec elle et plaisantait comme c'était autrefois sa coutume. Le 1er et le 15e jour de chaque lune, il se rendait lui-même au temple et implorait les dieux de lui accorder leur aide amicale, tandis que Chaos ajoutait ses prières aux siennes, brûlant de l'encens et pleurant devant les idoles souriantes. De nouveau, le grand Yunglo était assis sur la plateforme de la fonderie de Kuan Yu, et de nouveau ses courtisans tournaient autour de lui, mais cette fois, comme c'était l'hiver, ils ne flirtèrent pas avec les éventails de soie. Le grand était certain que ce casting serait réussi. Il avait été indulgent avec Kuan Yu la première fois, et maintenant, lui et la grande ville allaient enfin profiter de cette miséricorde. Il donna de nouveau le signal. Une fois de plus, tous les coups étaient tendus pour voir le mouvement du métal. Mais hélas, lorsque le boîtier fut retiré, on s'aperçut que la nouvelle cloche n'était pas meilleure que la première. Ce fut, en fait, un échec épouvantable, fêlé et laid, car l'or, l'argent et les éléments les plus vils avaient de nouveau refusé de se fondre dans un tout uni. Avec un cri amer qui toucha le cœur de toutes les personnes présentes, le malheureux Kuan Yu tomba sur le sol. Cette fois, il ne s'inclina pas devant son maître, car à la vue du misérable agglomération de métaux inutiles, son courage lui manqua et il s'évanouit. Quand enfin il revint à lui, la première chose qui rencontra ses yeux fut le visage renfrogné de Yunglo. Puis il entendit, comme dans un rêve, la voix sévère du Fils du ciel. Malheureux Kuan Yu, se peut-il que toi, en qui j'ai toujours comblé mes faveurs, ayez trahi 2 fois ma confiance? J'étais désolé pour vous et je voulais oublier, mais maintenant que le chagrin s'est transformé en colère, oui, la colère du ciel lui-même est sur vous. Maintenant, je vous prie de bien noter mes paroles. Une 3e chance, vous devrez sonner la cloche, mais si à cette 3e tentative vous échouez, alors, sur ordre du crayon vermillon, vous et Minglin, qui vous a recommandé, paierez la pénalité. Longtemps après le départ de l'empereur, Kuan Yu resta étendu sur le sol, entouré de ses serviteurs, mais le principal de tous ceux qui tentèrent de le restaurer était sa fidèle fille. Pendant une semaine entière, il hésita entre la vie et la mort, et puis enfin un tournant en sa faveur se produisit. Une fois de plus, il recouvra la santé, une fois de plus il recommença ses préparatifs. Pourtant, tout le temps qu'il était occupé à son travail, son cœur était lourd, car il sentait qu'il allait bientôt se rendre dans la forêt sombre, la région de la grande source jaune, le lieu d'où aucun pèlerin ne revient jamais. Kaoé, elle aussi, sentait plus que jamais que son père se trouvait en présence d'un grand danger.
Sûrement, dit-elle un jour à sa mère, un corbeau a dû voler au-dessus de sa tête. Il est comme le proverbe de l'aveugle sur son cheval aveugle arrivant à minuit dans un fossé profond. Oh! Comment peut-il traverser? Cette fille dévouée aurait volontiers fait n'importe quoi pour sauver l'être aimé. Nuit et jour, elle se creusait la tête pour élaborer un plan, mais en vain. La veille du 3e casting, alors que Kaoe était assise devant son miroir en laiton tressant ses longs cheveux noirs, soudain un petit oiseau entra par la fenêtre et se percha sur sa tête. Immédiatement, la jeune fille effrayée sembla entendre une voix comme si une bonne fée lui murmurait à l'oreille. N'hésitez pas. Vous devez aller consulter le célèbre jongleur qui, en ce moment même, visite la ville. Vendez vos pierres de jade et autres bijoux, car cet homme sage n'écoutera que si son attention est attirée par d'énormes sommes d'argent. Le messager à plume s'est envolé de sa chambre, mais Kaoe en avait entendu assez pour la rendre heureuse. Elle envoya un serviteur de confiance vendre son jade et ses bijoux, ne lui chargeant en aucun cas d'en parler à sa mère. Puis, avec une grosse somme d'argent en sa possession, elle chercha le magicien dont on disait qu'il était plus sage que les sages en matière de connaissance de la vie et de la mort. Dis-moi, implora-t-elle tandis que Barbe Grise la convoquait, dis-moi comment je peux sauver mon père, car l'empereur a ordonné sa mort s'il échoue une 3e fois dans la fonte de la cloche. L'astrologue, après l'avoir interrogé, chaussa ses lunettes en écailles de tortue et chercha longuement dans son livre de connaissances. Il examinait également de près les signes du ciel, consultant à maintes reprises les tables mystiques. Finalement, il se tourna vers Kaoe, qui attendait depuis toujours sa réponse avec impatience. Rien ne pourrait être plus clair que la raison de l'échec de votre père, car lorsqu'un homme cherche à réaliser l'impossible, il ne peut s'attendre à ce que le destin ne lui donne pas d'autre réponse. L'or ne peut s'unir à l'argent, ni les reins au fer, à moins que le sang d'un homme ne puisse s'unir à l'argent. La jeune fille se mêle aux métaux en fusion, mais la jeune fille qui donne sa vie pour réaliser la fusion doit être pure et bonne. Avec un soupir de désespoir, Kaoe entendit la réponse de l'astrologue. Elle aimait le monde et toutes ses beautés. Elle aimait ses oiseaux, ses compagnons, son père. Elle s'était attendue à se marier bientôt, et alors il y aurait eu des enfants à aimer et à chérir. Mais désormais, il faut oublier tous ses rêves de bonheur. Aucune autre jeune fille n'était prête à donner sa vie pour Kuan Yin. Elle, Kaoe, aimait son père et devait faire le sacrifice pour lui. Ainsi arriva le jour du 3e procès, et une 3e fois Yun-Glo prit place dans l'usine de Kuan Yin, entouré de ses courtisans. Il y avait une expression d'attente sévère sur son visage. À 2 reprises, il avait excusé son subordonné pour son échec. Désormais, il ne pouvait y avoir aucune pensée de pitié. Si la cloche n'était pas d'une sonorité parfaite et d'un aspect agréable à regarder, Kuan Yin devait être puni de la punition la plus sévère qui puisse être infligée à l'homme, voire la mort elle-même. C'est pourquoi il y avait une expression d'attente sévère sur le visage de Yun-Glo, car il aimait vraiment Kuan Yin et ne souhaitait pas l'envoyer à la mort. Quant à Kuan Yin lui-même, il avait depuis longtemps abandonné toute idée de succès, car rien ne s'était produit depuis son 2e échec pour le rendre plus sûr cette fois de succès. Il avait réglé ses affaires, faisant en sorte qu'une belle somme revienne à sa fille bien-aimée. Il avait acheté le cercueil dans lequel son propre corps serait déposé et l'avait entreposé dans l'une des pièces principales de son habitation. Il avait même engagé des prêtres et des musiciens pour chanter son chant funèbre et, enfin et surtout,
Il s'était arrangé avec l'homme qui serait chargé de lui trancher la tête, pour qu'un pli de peau ne soit pas coupé, car cela lui apporterait plus de chance pour son entrée dans le monde spirituel que si la tête était entièrement séparée du corps. Nous pouvons donc dire que Kuan Yin était prêt à mourir. En fait, la nuit précédant le casting final, il fit un rêve dans lequel il se voyait agenouillé devant le bourreau et lui conseillant de ne pas oublier l'accord contraignant que ce dernier avait conclu. De tous ceux présents dans la grande fonderie, le dévoué Kao était peut-être le moins excité. Inaperçue, elle s'était glissée le long du mur depuis l'endroit où elle se tenait avec sa mère et s'était plantée juste en face de l'immense cuve dans laquelle bouillonnait le liquide en fusion et bouillonnant, attendant le signal de sa libération. Kao regarda l'empereur, guettant attentivement le signal bien connu. Quand enfin elle vit sa tête avancer, elle sauta d'un bond sauvage dans le liquide bouillant, en criant en même temps de sa voix claire et douce. « Pour toi, cher père. C'est le seul chemin. » Le métal blanc en fusion reçut la belle jeune fille dans son étreinte ardente, la reçut et l'engloutit complètement, comme dans un tombeau de feu liquide. Et Kuan Yin? Qu'en est-il de Kuan Yin? Le père frénétique, fou de chagrin à la vue de sa bien-aimée abandonnant sa vie, un sacrifice pour le sauver, il s'était précipité pour la retenir de sa terrible mort, mais n'avait réussi qu'à attraper une de ses petites pantoufles ornées de bijoux alors qu'elle s'enfonçait. De vue pour toujours une délicate pantoufle de soie, pour lui rappeler toujours son merveilleux sacrifice. Dans son chagrin sauvage, alors qu'il serrait ce pitoyable petit souvenir sur son cœur, il se serait lui-même précipité et l'aurait suivi jusqu'à la mort, si ses serviteurs ne l'avaient retenu jusqu'à ce que l'empereur ait répété son signal et que le liquide ait été versé dans le plâtre. Point. Alors que les yeux tristes de toutes les personnes présentes scrutaient la rivière de métaux en fusion se précipitant vers son lit de terre, ils ne virent plus un seul signe du défunt Kao. Voilà donc, mes enfants, la vieille légende de la grosse cloche de Pékin, un conte qui a été répété des millions de fois par les poètes, les conteurs et les mères dévouées, car sachez qu'à ce troisième casting, quand le moule en terre fut enlevé, la plus belle cloche que l'œil ait jamais vue se révéla, et lorsqu'elle fut hissée dans le clocher, il y eut une immense joie parmi le peuple. L'argent, l'or, le fer et l'airain, maintenus ensemble par le sang de la Vierge, s'étaient parfaitement mélangés, et la voix claire de la cloche monstrueuse résonnait au-dessus de la grande ville, sonnant une mélodie plus profonde et plus riche que celle de n'importe quelle autre. Autre cloche dans les limites de l'Empire du Milieu, ou, d'ailleurs, du monde entier. Et, chose étrange à dire, le colosse à la voix grave semble crier le nom de la jeune fille qui s'est offerte en sacrifice vivant. Kaoe. 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 Afin que tout le monde se souvienne de son acte de vertu il y a 10 000 ans. Et entre les doux carillons de la musique, il semble souvent se faire entendre un murmure plaintif qui ne peut être entendu que par ceux qui se tiennent à proximité. Sié. Sié. Le mot chinois pour pantoufle. Hélas, disent tous ceux qui l'entendent, Kao pleure pour sa pantoufle. Pauvre petite Kao. Et maintenant, mes chers enfants, ce conte est presque terminé, mais il y a encore une chose dont vous ne devez absolument pas manquer de vous souvenir. Sur ordre de l'empereur, la face de la grande cloche fut gravée de précieuses paroles des classiques, afin que même dans ces moments de silence, la cloche puisse enseigner des leçons de vertu au peuple. Voici dit Yun-Glo, alors qu'il se tenait à côté du père affligé, parmi tous ces textes de sagesse, les paroles inestimables de nos vénérés sages,
Il n'y en a aucun qui puisse enseigner à mes enfants une si douce leçon de piété filiale. L'amour et la dévotion comme le dernier acte de votre fille dévouée. Car même si elle est morte pour vous sauver, son acte sera encore chanté et loué par mon peuple lorsque vous serez décédés, oui, même lorsque la cloche elle-même s'est effondrée en ruine. Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.